Bonjour. Alors ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Il y a une annonce qui est arrivée ce week-end qui m'a poussé vraiment à me mettre à le faire. C'est sur les logiciels que j'utilise, les machines, pourquoi j'utilise ça. Il y a des logiciels que j'utilise depuis presque 20 ans. Il y en a depuis plus récemment. Donc voilà, sans plus traîner, je vais d'abord vous montrer d'ailleurs ma barre des tâches. Alors, voilà, alors comme vous le voyez, je suis sur Mac. Je ne suis pas pro Mac nécessairement de base. Je ne suis pas sectaire, j'ai utilisé du Mac, j'ai utilisé du PC, j'ai utilisé du Linux. Pas Linux PC, Linux tourne sous PC. PC, ça veut juste dire personal computer, hein, donc si on va par là, Mac c'est un PC. Voilà, c'est juste qu'ils ont leur propre machine avec leur propre operating system, l'OS. Pourquoi est-ce que je suis revenu sur Mac? C'est assez récent en fait, c'est toute mon adolescence. Et au début j'étais aux études, au début je travaillais, j'adorais Mac parce qu'ils avaient des processeurs Motorola qui étaient super bons, super fiables et au-dessus de beaucoup de PC. Microsoft Intel. Mais un beau jour, fin des années 2000, milieu des années 2000, je ne sais plus trop, la date exacte, ils se sont dit qu'ils mettraient bien des processeurs Intel. Et depuis, bah, ils ont fait un peu de la merde. Voilà. C'est qu'on payait un PC fort moyen 2 fois le prix. Environ. Hein. C'était beaucoup trop cher en tout cas pour ce que c'était. Et pour la fiabilité qu'on avait. Voilà. Surtout que moi je commençais à faire de la 3D, etc. Et ça tenait vraiment pas la route. Donc j'ai préféré faire des machines moi-même, monter des machines moi-même, ça revenait bien moins cher. Et je pouvais aller plus loin au niveau des capacités de la machine. Au niveau de la fiabilité, c'était pas nécessairement ça. Windows n'a jamais été le plus fiable nécessairement. Voilà, mais moi j'avais souvent, même sur mes machines, un dual boot où j'avais Windows et j'avais Linux. Et selon ce que je faisais, je passais de Linux à Windows. Voilà. D'ailleurs, ceux qui veulent se mettre à Linux, c'est pas un truc de gros geek qui doit savoir coder pour installer ça. Vous installez Ubuntu. Ça ressemble d'ailleurs à ces... Il y a plusieurs interfaces en fait en Linux. Et il y en a par exemple Zorin. Zorin Linux, ça s'installe plus facilement que Windows. En 20 minutes, vous avez installé ce truc-là. Ça ressemble à un Mac. C'est très stable, c'est très fiable. Voilà. Il y a même beaucoup qui reprennent des vieux PC sous Windows qui rament. Et en mettant un Linux dessus, bah, vous allez lui donner une nouvelle jeunesse. Voilà. Et tout ça en quelques clics. Alors, donc maintenant je suis repassé sur Mac. Pourquoi? Parce que depuis 2000, ils font, parce qu'avec les processeurs Motorola, ils ne faisaient pas. Ils font maintenant leur propre processeur, la série M1, M2, M3, on est à la M4 là. Et pour le prix, pour moins de 1000 balles, on a vraiment une machine stable, performante, et qui consomme en plus très peu d'énergie. Moi j'avais encore l'année dernière, ma grosse station de travail, qui commençait à pas vieillir, mais elle faisait plus de 450 watts. Et maintenant je me retrouve avec, si vous voyez ça, bah, ça c'est ma machine pour l'instant, je vais me recommander un Mac Mini en plus. Mais ça c'est un M1, donc là on est en 2025, fin 2025, j'ai toujours un M1 que j'ai racheté l'année dernière d'occasion. J'ai payé ça 700 €. 700 €. Et ça fait 30 watts, ça va très bien, c'est stable. Là je travaille pour des films, des fichiers 4K, ça va. Je dis pas que je plante jamais la machine, mais pas plus qu'à Windows. Ça fait pas de bruit, ça chauffe pas. Que veut le peuple? Donc voilà, maintenant je suis pas pro Mac, je pousse pas nécessairement à acheter un Mac, vous faites ce que vous voulez. Mais ça, niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment imbattable, on a une stabilité à toute épreuve. Maintenant moi j'ai racheté un iPhone 15 qui me sert de seconde caméra en plus. Avec l'AirDrop, ça prend 2 clics à transférer les fichiers. Voilà. L'écosystème, il faut avouer que là, on a quelque chose de bien. Alors, hein, on voit d'ailleurs que j'ai OBS qui permet de filmer cette vidéo. Donc OBS, je l'utilise depuis le confinement. Depuis le confinement, ça sert à streamer. Et ça me sert ici à enregistrer mes vidéos. Donc je m'en sers aussi comme régie vidéo quand je veux streamer sur YouTube, etc. Et c'est très pratique parce que si vous voyez ici, bah, je peux mettre ma petite tête, me déplacer et faire des interfaces personnalisées avec des scènes selon ce que je veux faire. D'ailleurs ici on voit que j'ai Atem parce que j'ai aussi une petite régie de chez Blackmagic.
montrer. Donc la thème mini, hop. La thème mini, j'ai la version ISO. Voilà, j'avais acheté ça pendant le confinement parce que j'avais des copains artistes qui n'avaient plus de rentrée, et pour leur donner un coup de main, moi j'avais un peu des sous sur mon activité. Donc j'ai acheté ça pour faire des concerts live et essayer que les gens versent un peu des sous pour du don, quoi, pour les aider un peu à subvenir à leurs besoins. Donc j'ai fait du bénévolat pendant une partie du confinement avec ça. Donc la thème mini c'est quoi? C'est une petite régie vidéo dans laquelle on peut mettre 4 ports USB. La thème mini, on peut, ça ressemble à ça, on peut y mettre 4 caméras en HDMI et on peut soit streamer en temps réel, soit enregistrer sur un disque dur notre 4 flux vidéo et ça nous crée un fichier pour DaVinci Resolve pour faire le montage après. Et vous voyez, ça prend très peu de place. Moi j'ai une config comme ça, avec un petit écran en déplacement, c'est très pratique. C'est monté en une demi-heure tout le système. Donc voilà. D'ailleurs dans mes caméras, moi j'ai une Ursa G2 de chez Blackmagic aussi. Voilà, si vous voulez tout savoir sur ce que j'ai. Caméra professionnelle. Est-ce qu'elle est toujours là? Oui, j'ai celle-ci. Voilà, 4,6K, la G2. Je n'ai qu'une caméra. Alors, si on regarde les programmes que j'ai ici, oui, il me reste des produits de chez Adobe. J'utilise toujours After Effects. J'avoue que j'ai toujours du mal à m'en défaire. Il y a des trucs que je fais beaucoup plus rapidement avec After Effects qu'avec d'autres programmes. Je sais pas, c'est une question d'habitude. Même si je fais d'autres choses maintenant avec les autres programmes qu'on va voir plus loin, mais voilà, j'ai toujours quand même ce bon vieux After Effects que je paye. Je paye. Oui, je ne pirate pas les licences. Je vous déconseille de pirater, pas que j'ai une affection spécialement pour Adobe, etc. Mais en fait, vous allez passer plus de temps à essayer de régler des problèmes de licence qu'à travailler à un certain moment. Si vous travaillez avec une version d'After Effects ou d'un autre programme de chez Adobe qui n'est pas à jour, quelqu'un va vous envoyer des fichiers, vous ne saurez pas les ouvrir, vous allez devoir essayer de trouver la toute dernière version, de la craquer, vous allez passer une demi-journée à ça. Et au prix de la journée de travail, en fait, c'est pas rentable de faire ça. Enfin, c'est ma vision, là. Les gens font ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, dans mes autres programmes, j'ai ce bon vieux DaVinci Resolve. Voilà. J'ai la version studio. En achetant ma caméra, j'ai eu une licence avec. Donc, est-ce qu'on peut dire que je ne l'ai pas payé? Si, parce que c'est quand même compris dans le prix de la caméra. En tout cas, ça a déduire du prix de la caméra. Et ce qui est bien avec la licence de DaVinci Resolve Studio, c'est que le même numéro de licence vaut pour Fusion Standalone. Donc oui, Fusion est intégré dans DaVinci Resolve, mais on peut aussi l'avoir en version Standalone, donc vraiment à part. Est-ce qu'elle est plus complète? Elle est un peu différente, il y a des trucs qu'il y a moins et quelques fonctions qu'il y a en plus. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas bien à quoi ressemble Fusion en standalone, voilà. On n'a juste pas les trucs de DaVinci Resolve. Voilà. C'est un petit exercice que j'avais fait pour des cours. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Fusion, c'est le concurrent de Nuke. Il y en a qui diront qu'il est inférieur à Nuke. Je crois vraiment, vu les nouvelles mises à jour, qu'il rattrape Nuke. Donc Nuke, c'est le standard dans l'industrie pour le compositing en cinéma. Voilà, c'est un peu comme After Effects, c'est pas du tout le même principe. On peut faire plus de choses, des choses différentes en tout cas de Fusion After Effects. On peut aller plus loin comme dans Fusion, hein, beaucoup plus loin. C'est pour ça que je l'utilise d'ailleurs. Le keyer, fond vert, fond bleu, n'a rien à voir avec le keylight qui est périmé depuis 10 ans d'After Effects. Parce qu'en fait, After Effects, ils ont acheté une version de keylight, ils ont acheté une licence d'utilisation à The Foundry qui fait Nuke, de leur keyer, il y a une dizaine, il y a plus de 15 ans. Mais ils n'ont jamais mis à jour. Voilà, le keyer de Nuke a évolué, et jamais celui d'After Effects. Et dans Fusion, on a des keyers comparables. On peut aussi faire maintenant dans Fusion du deep compositing. J'en ai parlé dans une vidéo sur DaVinci. Je crois que c'est celle sur DaVinci.
le compositing, non, sur les bases de fusion. Dans une vidéo que j'ai fait récemment. Voilà, je vous invite à aller revoir ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Shutter encodeur. C'est un encodeur vidéo qui permet de faire plein d'encodages assez poussés. Et en fait, derrière, c'est FFmpeg qui tourne. Alors, FFmpeg, c'est quoi? C'est ce qui est derrière les grosses machines comme les projecteurs de cinéma. Souvent, c'est un FFmpeg qui tombe derrière. C'est un standard open, c'est pas un standard, c'est un logiciel open source. Très robuste, principalement fait de lignes de commande d'ailleurs. Et Shutter Encoder est une interface graphique pour pouvoir utiliser FFmpeg. Donc si on veut le comparer à quelque chose que vous connaissez, c'est le Media Encoder. Voilà, c'est un Media Encoder mais qui peut aller beaucoup plus loin, plus précis, sans doute beaucoup plus stable aussi. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, on s'en fout. Ah, Particle Illusion. Donc Particle Illusion, c'est un programme qui est payant dans sa version intégrée After Effects par exemple. Mais ils ont sorti une version standalone totalement gratuite. Et ça permet de faire quoi? Des particules. Voilà, là ici, si on regarde ici ce que j'ai, je peux faire des feux d'artifice, si on veut, des étincelles, des fumées, j'en ai plein en fait. Des explosions des fois, c'est comme ça. Il y a des trucs qui sont un peu dépassés, mais des fois ça peut servir de faire des trucs, des effets magiques. Et ça, pour certains effets spéciaux, bah, ça peut servir. D'ailleurs, si je me balade ici avec ma souris, on voit ma particule qui s'est mise. Voilà, on peut faire de l'eau, on peut faire des tas de trucs bizarres, même. On peut faire des plantes, on peut faire des trucs abstraits. Je crois qu'il y a du verre aussi. Je l'ai utilisé pour Baraki. La saison 1, j'ai dû faire exploser à un moment donné une vitre. Et ben, en partie, j'ai utilisé des particules. Je sais plus laquelle, ça doit peut-être être ça. Ouais, je crois que j'ai utilisé celle-ci notamment, mélangée avec d'autres choses. Ça m'a permis de faire éclater des vitres. Voilà. Et donc quand on veut utiliser une particule, on le prend, on double-clique, et on se retrouve ici avec notre particule, une ligne du temps. Sur la version payante, je sais mettre mon image d'origine en dessous, et ça peut me servir pour animer ma particule. Ici, je peux juste faire des particules un peu à l'aveugle, et après je les recomposite dans mon logiciel de compositing, et je dois refaire le suivi moi-même. C'est gratuit, il est limité en fonction, mais c'est normal. Mais je peux déjà vraiment faire beaucoup de choses avec, parce qu'ici, regardez, j'ai vraiment tout mon réglage de particules, ma couleur, mon évolution, la vitesse, la direction, etc. Donc, gratuit. Comme DaVinci Resolve, la version de base. Voilà, moi j'ai la Studio, mais la version de base, j'ai commencé avec celle-là d'ailleurs à travailler. Alors, et maintenant à Affinity. Affinity, moi ça fait depuis le confinement, je l'ai acheté au confinement quand il faisait moins 50%, j'avais payé 75 € les 3 logiciels. Et maintenant, depuis ce week-end, c'est entièrement gratuit et les 3 logiciels sont dans une seule application. Donc avant on avait Affinity Photo qui était un peu comme Photoshop. On avait Affinity Designer qui était comme Illustrator, plus ou moins. Et on avait le Publisher qui était comme InDesign. Chaque logiciel faisait 3 Go et ici ils ont tout mis dans un seul logiciel qui fait 3 Go. Donc voilà, ici on a Vector pour le designer, Pixel pour le photo et mise en page. Le Publisher ici. Alors ce qui reste payant éventuellement, c'est l'IA de Canva. Voilà, parce que c'est Canva qui a racheté Publisher, qui a racheté Affinity, qui vient de le mettre gratuit, et le seul truc qui est éventuellement payant si on veut l'utiliser, mais c'est pas obligatoire, c'est le système d'IA de Canva. Voilà, pour un peu comme le Firefly d'Adobe. Donc, comment ça marche? Je fais nouveau, fichier, je peux évidemment choisir des formats pour le print, voilà, pour la photo, pour le web. C'est vraiment comme dans Photoshop.
Voilà. Ceux qui viennent de la suite Adobe, franchement, ils vont pas être vraiment perdus. Moi, quand je suis passé d'un à l'autre, ça m'a pris une demi-journée. Et chaque chose que je découvrais, je fais « Oh, putain, c'est plus facile de le faire ici. Oh, c'est vraiment plus chouette. » Voilà, créer un document. Donc, on a ici ce qu'on appelle les personas. Si vous regardez les icônes ici, c'est assez semblable de ce qu'on peut trouver dans Photoshop. Si je clique ici, je peux créer des formes. Hop, si je clique sur majuscule, je garde la proportionnelle. Hop, voilà, je peux mettre une deuxième forme, comme dans Illustrator. Si je veux changer ma couleur, ici. Si je veux changer ma couleur de contour, c'est ici en haut. Voilà, de base on voit que j'en ai pas, mais si je vais sur trait, je peux augmenter mon contour. Si vous connaissez dans Illustrator le Pathfinder, je sélectionne mes deux formes. Et ben j'ai un équivalent ici du Pathfinder. Boum. Voilà. Si je veux fusionner mes formes, clac. Moi je le trouve vraiment plus ergonomique qu'Illustrator. J'ai pesté pendant des années sur Illustrator et je me fais beaucoup plus plaisir ici. Alors ici vous voyez on a un truc pour faire des dégradés par exemple. Encore un truc que je trouve plus simple que de Illustrator, même si je crois qu'ils l'ont amélioré. Voilà, ici, hop, je clique ici et je peux changer ma couleur. Voilà, si je veux rajouter, je clique ici, régler mon dégradé. Voilà. Je trouve ça quand même assez ergonomique. Si je veux mettre une image dans une forme, encore un truc que j'adore. Si je tape image, mais quoi. Taper logo, parce que ça j'en ai plein. Je suis certain. Ah bah le logo de mon projet Smart. Voilà, hop, je vais amener le logo de mon projet Smart. Voilà. Voilà, la boutique des effets visuels. Imaginons que je veux mettre ça dans la forme qu'elle a. Comment je fais? Bah je prends, je glisse sur la forme et c'est dedans, simplement. Voilà, j'ai ma forme que je peux régler. Si je prends ma forme globale, voilà. Je double-clique pour avoir la forme à l'intérieur. C'est aussi simple et intuitif que ça à utiliser. Voilà pourquoi j'adore Affinity. Alors si je veux faire des corrections façon Photoshop, je clique sur Pixel. Et là j'ai des outils de correction, le tampon, le pinceau, etc. Tous les réglages de brosse. C'est vraiment... Je ne vais pas faire un cours sur Affinity, c'est plus pour vous montrer un peu le logique du logiciel que j'adore. Voilà, mise en page, bah ici on a un équivalent de InDesign. Et donc on peut tout faire aussi sans quitter le logiciel, ça c'est super. Déjà avec l'ancienne version, avec le système de ce qui s'appelle Persona, on pouvait passer très simplement d'un à l'autre, déjà plus simplement que le Dynamic Link de chez Adobe. Mais alors ici, on a juste qu'à cliquer sur les trois personas ici, et on sort même plus du logiciel, ça c'est vraiment super. Alors, vous voyez ici, c'est vraiment comme les effets de Photoshop. Voilà, les fixes pour faire les ombres, les lures externes, etc. Ici on peut faire des masques. Voilà, tous des réglages aussi, avec les coupes, saturation, etc. etc. Voilà, c'est vraiment, les icônes sont très similaires à Photoshop. Maintenant, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo spécialement sur le sujet. Mais, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, gratuit, encore. Ouh, gratuit. Alors, OBS, on vient de le voir. Webcam Settings, ça c'est juste pour pouvoir mettre ma webcam de OBS. C'est le bon vieux lecteur VLC. Microsoft Teams, ça c'est pour le boulot. Signal, c'est la seule messagerie que j'utilise. J'ai dégagé WhatsApp, Messenger et tout ce qui appartient à Meta. Voilà, c'est une question d'éthique personnelle. Je ne vais pas rentrer dans les débats, mais je n'ai plus que Signal. Il y en a un que j'ai passé. Blender. Alors Blender, moi je l'utilise depuis presque 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà, Blender, je l'utilise en prod depuis 20 ans. À une époque où on m'a pris pour un fou d'utiliser ça en prod. Mais moi, j'ai appris justement dans une société qui
qui s'appelait Digital Graphics, qui n'existe malheureusement plus, qui était à l'heure, près de Liège, et qui faisait des effets spéciaux et du dessin animé pour des films. Et ils utilisaient Blender, en plus dans sa version 2.49. Il venait depuis pas longtemps d'être open source, parce que Blender à la base c'était un programme commercial, hein. C'était un néerlandais qui s'appelle Ton Rosendaal, qui avait une société d'effets spéciaux orientée publicité, et sa société a fait faillite. Et il voulait récupérer le logiciel qu'il avait lui-même développé, sauf qu'elle appartenait à sa société et qu'il y avait des curateurs derrière qui ne voulaient pas lui lâcher comme ça. Et je crois que Blender, c'est le premier crowdfunding de l'histoire de l'informatique. Donc il a essayé de trouver par du don 100 000 $, je suppose. Je ne sais pas si l'euro était déjà d'actualité à ce moment-là. Je ne sais plus l'année exacte. Pour racheter le logiciel au curateur et pour pouvoir le donner à la communauté. Donc on est début des années 2000. Et quand je suis arrivé en 2007 chez Digital Graphics comme stagiaire, ils utilisaient Blender et ils avaient du code qu'ils avaient développé eux-mêmes pour pouvoir faire des passerelles avec d'autres logiciels, notamment un logiciel qui s'appelait Boujou, qui permettait de faire du tracking 3D. Voilà. Et puis j'ai fait une formation en effets spéciaux pour le cinéma où j'ai appris à utiliser du Maya, du 3D Max. Quand je suis revenu, la fondation Blender a fait une annonce qui recodait entièrement le logiciel Blender et qu'ils allaient vraiment l'adapter à la prod. Et j'ai commencé à l'utiliser, donc là on devait être 2008. Au début je voulais utiliser 3ds Max, j'avais pas de sous, je me suis dit est-ce que je vais pirater 3ds Max parce que j'avais vraiment pas les moyens de me l'acheter. Et je me suis dit tout compte fait, autant d'essayer de faire un maximum avec Blender, je l'avais déjà un peu utilisé, testé plutôt. J'ai vu comment il fonctionnait en gros chez Digital Graphics des années avant, 2 ans avant. Et voilà, et depuis 15 ans en fait, je n'utilise plus que... Je n'ai utilisé que Blender en 3D. Si j'ai fait un peu de cinéma 4D sur d'autres projets, c'était des projets que je ne gérais pas tout seul et où j'étais engagé pour travailler dessus. D'ailleurs je devrais en acheter un, je crois que j'achèterai Cinéma 4D. Plutôt que Maya, parce que je le trouve assez complet aussi, Cinéma 4D. C'est un logiciel européen, désolé mais je suis un peu chauvin avec l'Europe. Si on ne crée pas un peu nos propres trucs et qu'on ne développe pas nos propres programmes, on sera un peu dépendant des autres. Voilà, c'est jamais bon. Je suis pas anti-américain, anti-capitaliste, non. Mais je trouve qu'il faut avoir une concurrence équitable à gauche à droite. Parce que si on regarde la technologie maintenant, c'est surtout les Américains et les Chinois qui développent les gros trucs, notamment dans l'IA. Et Blender, donc, qui est un programme hollandais. Voilà, qui est un programme hollandais en plus. Et oui, d'ailleurs, si je pars sur les anecdotes sur Blender, on n'a pas fini, mais au départ, quand on avait des bugs, qu'on écrivait, quand on faisait des rapports de bugs, c'était directement Ton Rosendaal ou Bart, qui est belge d'ailleurs, qui nous répondait. Maintenant, ça devient une grosse machine, et voilà. Ils n'ont plus la même priorité, vu qu'ils ont des gros financements de grosses multinationales. Voilà. Je crois quand même que l'utilisateur de base a un peu moins son mot à dire qu'avant. Donc, Blender. Voilà. Blender qui maintenant devient tout doucement, je ne vais pas dire qu'il est un standard, parce que le standard ça reste quand même Maya et Houdini, mais il commence à rentrer dans les pipes. Voilà, il commence à rentrer dans les pipes. Et oui, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? J'utilise quoi ? J'utilise des disques durs aussi, ouais. Vu que j'ai un Mac qui n'a pas un gros disque dur, 500 Go de disque dur, par contre en vidéo, en cinéma, je travaille des disques durs, moi je travaille avec des données qui sont quand même assez conséquentes. Je veux dire qu'au moins par film, et encore sur les petites prods, hein, j'ai au moins 300 Go par production. De rush à traiter, hein, plus les rendus, donc on est... on va dire qu'on est quand même avec 1 Tera par projet. J'utilise ces Samsung T7 de 2 Tera. Faut prendre ça comme des consommables. Hein. Par projet, j'en rachète un. Voilà, ou tous les 2 projets. Quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Une palette graphique pour faire du matte painting. Je n'ai pas une grosse palette graphique avec un écran. Bon, ça fait des années que je travaille avec ça et que ça me suffit.
Non, c'est vrai qu'à C4, j'ai déjà pensé à acheter une tablette graphique avec écran pour plus de confort. Et un dernier truc, presque dernier truc important, j'ai un NAS Synology avec des backups dessus. Alors, j'ai lequel je dois avoir un truc genre, c'est pas celui-là. Ah, le voilà. Voilà, j'ai un petit NAS Synology qui coûte pas non plus les yeux de la tête. On est dans les 200 €. 200 €, il est vide, hein, il faut compter les disques durs en plus. Il faut prendre des disques durs qui sont prévus pour les NAS. Encore une fois, il ne faut pas prendre le moins cher. Voilà, j'ai 2 disques durs de 4 Tera dessus, dans lesquels je garde les données de mes clients pendant 1 an plus ou moins. Après, je leur demande s'ils veulent que je les archive plus longtemps. Là, ils payent l'archivage. Voilà. Sinon, au bout d'1 an, j'enlève ce disque dur-là et je mets les projets suivants. Je pense, un de ces 4, acheter un NAS peut-être un peu plus gros, avec un peu plus de données. Donc là, moi, j'ai 2 disques durs de 4 Tera sur mon NAS. Pour le moment, ça me suffit, j'arrive à gérer, mais je pourrais peut-être passer un de ces 4 à quelque chose d'un peu plus gros. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Je suis en train, avec mon collègue Ludo, d'installer Kitsu. Alors Kitsu, c'est quoi? C'est un gestionnaire de projet. Voilà. Pour le moment, je travaille sur des films, mais je ne travaille pas tout seul. J'ai engagé un collègue qui m'aide parce que j'ai trop de travail. Et pour se dispatcher le travail, les plans, qui fait quoi, et les Kitsu is a collaboration platform. Voilà, on a installé ça. Donc Kitsu, c'est gratuit et open source. Si vous l'installez vous-même sur votre serveur. Parce que vous pouvez décider de n'avoir rien à gérer, je m'inscris, je paye, et ils gèrent tout derrière, et si ça plante, c'est à eux de régler le machin. Voilà. Encore une fois, c'est 30 €, je crois, par utilisateur par mois, ou 15 €, tout, vous avez les prix après. Donc moi j'ai préféré qu'on l'installe sur nos petits serveurs. Donc j'ai acheté un petit PC, un Nipogi, voilà. Un petit PC à 180 €, avec 256 Go dessus. Et dessus, Ludovic a installé Ubuntu, donc une version de Linux, allégée. C'est pas Ubuntu, c'est Xubuntu, je crois. Donc la couche graphique est moins grosse pour prendre moins de ressources. Et il a installé Kitsu. Voilà, donc Kitsu, comme vous le voyez ici. Ça permet de communiquer avec le réalisateur, avec toute l'équipe de production. Jusqu'à présent, j'utilisais les Excel en ligne, partagés. Je trouve que c'était quand même pas le plus pro et le plus ergonomique. Et avec ça, voilà, on aura vraiment une solution dont on a la mainmise totale, installée sur une machine ici en local. Vous voyez, on peut faire du review de vidéos, comme dans Frame.io qui a été racheté par Adobe. Donc on peut mettre où on en est aussi dans le projet, qui fait quoi, etc. On peut même faire un bout à bout de nos vidéos pour faire un pré-montage, pourquoi pas. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et à bientôt pour une prochaine vidéo.